Là, il y a, comment il s'appelle, Tani. Bonjour les amis, vous allez bien? Une grosse bombe contre Marie Guévenois. Ah bon? Des choses très désagréables qu'elles servent à rien. Si, il a dit ça. Un sénateur qui se fout de la gueule d'un ministre. Ah, je ris. Oh là là. Bon les amis, c'est la rentrée. On est sur Quasi, vous vous connectez? On va faire l'interview. Anne-Constance est à fond. Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce second temps de parole, notre députée de la circonscription 1, que l'on n'a pas vue sur le plateau depuis qu'elle a été brillamment réélue avec plus de 74%. Plus que 74, plus proche de 80 que de 74. Hein. Vous étiez à combien, Je crois 79,45. Grâce aux meilleurs électeurs de France. Les miens. Bonjour Madame la députée. Bonjour Madame Anne-Constance, journaliste. Comment allez-vous après cet été un peu tumultueux? Je vais comme une parlementaire qui attend qu'on ait un gouvernement. Je vais comme une parlementaire qui constate qu'un gouvernement démissionnaire reste aux affaires, prend des décrets, que le président de la République prend son temps. Je constate que notre territoire, comme le reste du pays, a besoin d'avoir une direction politique, mais que les temps qui s'annoncent seront durs, puisqu'on a un déficit qui a explosé, que nous sommes d'ailleurs en procédure de déficit excessif au niveau de Bruxelles, et qu'on a besoin de fixer un cap pour le pays, et qu'il y a eu des élections, donc il faut maintenant prendre acte au niveau de l'exécutif du désaveu que les Français ont exprimé par les urnes. Alors justement, Estelle, dans quelques temps, on aura un gouvernement. Inch'Allah. En tout cas, c'est ce qui... Si on sort de la voie belge dans laquelle nous sommes. Voilà. Hein, parce que là, ça prend beaucoup de temps. C'est quand même extrêmement grave. La Belgique n'a plus de gouvernement depuis plusieurs années. Voilà, n'a pas eu de gouvernement pendant beaucoup plus qu'une année. Et voilà, c'est le scénario catastrophe qu'on souhaite tous éviter. Mais c'est vrai que les délais que prend le président de la République nous inquiètent tous. Alors justement, une fois qu'il y aura un gouvernement, il va y avoir un exercice budgétaire qui est indispensable, vous venez de le rappeler, particulièrement endettés nous sommes. Or ici à Mayotte, les financements pour les projets de développement sont indispensables. Comment vous vous préparez à vous battre pour que Mayotte soit bien positionnée à l'intérieur de ce budget ? Alors vous savez, pour celles et ceux qui suivent les finances publiques pour Mayotte et surtout pour nos projets, vous savez que depuis beaucoup plus longtemps que cette période, l'État a décidé de faire porter les investissements à Mayotte au niveau européen, qui, c'est une chance, ne sont pas concernés par notre déficit national. Donc on peut penser qu'on sera quelque part moins concerné que les projets nationaux qui sont financés en grande partie par des fonds nationaux. Donc à cet égard, je pense que ça devrait moins nous concerner. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous concerner du tout, parce que généralement, les projets sont en partie financés largement à Mayotte par les fonds européens, mais il y a toujours une partie nationale. Donc lors des discussions avec le chef de l'État sur la loi Mayotte, j'avais dit expressément au chef de l'État, de manière à anticiper les discussions qu'on aurait maintenant, je lui ai dit Monsieur le Président, il n'est pas question que Mayotte soit concernée par une quelconque rigueur. Nous sommes le département qui a eu le moins d'investissements depuis plusieurs décennies, sur lequel l'État a fait des économies. Il n'est pas question de nous expliquer à nous qu'on va faire partie de l'effort national qu'on consent depuis déjà bien trop longtemps. Je rappelle que Mayotte et per capita, c'est-à-dire par tête d'habitants recensés, hein, c'est-à-dire que si on était sur les chiffres réels de la population à Mayotte, on aurait encore moins d'investissements par personne que le reste du pays. On est le territoire français dans lequel l'État investit le moins. Donc on ne va pas nous dire à nous qu'on va faire encore plus d'efforts, parce que vraiment, quand on voit l'état de notre département,
que ce soit au niveau des 4 routes nationales sur 375 km², sur l'état du port, sur lesquels je rappelle que l'État veut mettre la main sans vouloir le payer en laissant les dettes au conseil départemental, par exemple, sur, par exemple, le projet de la piste longue, sur lequel on multiplie les études depuis 20 ans, mais qu'on n'a toujours pas lancé le premier coup de pioche. C'est pas l'État qui va nous expliquer qu'il va faire des économies à Mayotte, parce que sur nos impôts, il n'y a jamais la moindre économie. Alors, là, on y va vraiment franchement. Avant de revenir sur la piste longue, je voudrais rester sur le budget. Estelle Youssoufa et parler de la convergence sociale. C'est une attente forte de la population mahoraise depuis plusieurs années. Et là, c'est pas l'Europe qui va financer, c'est le budget de la sécurité sociale essentiellement. Est-ce qu'on peut... Non, la convergence sociale, c'est pas le budget de la sécurité sociale. La convergence sociale, ce seront nos cotisations. Et ça veut dire les cotisations salariales et patronales. Le sujet pour la convergence sociale à Mayotte, c'est qu'il y ait enfin une conférence sociale ici, où syndicats et patronat avec l'État et le conseil départemental se réunissent et acceptent de manière consensuelle, j'allais dire en travail, en concertation, de fixer un calendrier. C'est-à-dire que les entreprises expriment clairement, contrairement à ce qui a été le cas jusqu'à présent, il y a toujours eu des circonvolutions où le MEDEF local, quand on lui parle convergence sociale, répond que l'État abonde. Moi, j'ai besoin de savoir, comme les autres parlementaires, que le syndicat du patronat nous dise qu'est-ce qui est faisable dans un délai raisonnable qui corresponde aux attentes de la population, mais aussi à l'engagement de la départementalisation. Ce n'est pas une lubie de parlementaire, c'est la signature de l'État, c'est le vote de Mayotte. Donc à un moment, il va falloir que tout le monde se mette d'accord et travaille ensemble sur la question. Moi, je ne suis pas du tout partisane de faire ça par voie de presse interposée. Depuis le début de mon mandat, j'ai demandé à ce qu'il y ait une conférence sociale. Je suis, depuis que je suis élue à mon 2e préfet, j'aimerais qu'enfin il y ait quelqu'un à la préfecture qui convoque cette conférence sociale pour que les uns et les autres se mettent autour de la table et puissent renvoyer une copie claire avec voilà ce qui est faisable de la part des syndicats comme du patronat. Il y a eu, dans le cadre de la loi Mayotte, des consultations bilatérales des services de l'État avec le MEDEF, avec les syndicats, avec le conseil départemental, mais il n'y a jamais eu de manière collégiale. Et moi, je pense que c'est très important, parce que c'est assez simple pour les uns et les autres de dire quelque chose à l'un, quelque chose à l'autre. On ramène tout au niveau de l'État et puis l'État fait un peu sa relecture de la situation. Je voudrais que les choses soient publiques, qu'elles soient dites, et comme ça, tout le monde pourra assumer. Certains collègues élus qui, en fait, ne sont pas pressés d'aller vers la convergence sociale, qu'ils l'assument et qu'ils le disent devant les électeurs, qui pourront écouter et suivre ces travaux. Et de la même manière que le patronat, les chefs d'entreprise, qui, pour certains, sont tout à fait d'accord pour aller rapidement vers la convergence sociale, pour d'autres, pas du tout, l'assument aussi. Moi, je ne suis pas détentrice de la vérité écrite, mais je pense que notre démocratie, elle exige la transparence et qu'on ne peut pas continuer sur la question de la convergence sociale à lambiner. Je m'explique. La convergence sociale, il y aura une date. Plus on recule, plus la pente sera raide. On attend, et puis ça devient de plus en plus compliqué. Et donc là, tout le monde a beau jeu de dire « Ah, mais vous savez, on ne peut pas la faire tout de suite, parce que là, vraiment, c'est trop compliqué, il va falloir tout augmenter d'un coup, les cotisations comme les salaires, on ne pourra pas, on ne va pas y arriver. » Oui, mais enfin, ça fait plus de 10 ans qu'on attend. Plus de 10 ans qu'on laisse. Donc, on fait du gagne petit. Quand on fait du gagne petit, parce que souvent, quand même, on ne fait rien. Et donc, voilà, on attend, et la pente est de plus en plus raide. Moi, je pense que ce n'est pas audible et ce n'est pas acceptable de répartir la procrastination et de ne rien faire pour ensuite justifier qu'on va repousser l'échéance. Parce qu'on va dire, oui, la pente est trop raide, alors vous comprenez, on va repousser. Non, mais attendez, nous, nos cotisations, nos impôts, nos besoins, notre santé, notre retraite n'attendent pas que les uns et les autres se mettent autour d'une table. Je rappelle quand même que, par exemple, pour les cotisations retraite à Mayotte, on est plafonné, que sur les mutuelles, ce n'est toujours pas mis en œuvre. Enfin, je veux dire, le chantier, il est énorme. Et il va falloir quand même que tout le monde se mette autour de la table. Ça faisait partie des sujets de la loi Mayotte. Parce que ce que vous évoquez, ce n'est pas juste une question
de conjoncture gouvernementale ou de l'absence de gouvernement. C'est un chantier qui est beaucoup plus important, comme pour le budget, c'est de savoir est-ce qu'on se met enfin au travail pour la loi Mayotte. On avait tous compris, on le savait, j'en avais parlé publiquement, que le calendrier qu'avait choisi le président de la République par rapport à la loi Mayotte, comme l'abrogation du droit du sol, correspondait à une échéance électorale qui allait quelque part interrompre probablement ces travaux. Je ne parlais même pas de la dissolution, je parlais des élections européennes. Ces élections ont eu lieu, les élections européennes comme les élections législatives, mais le problème de la loi Mayotte, il reste entier. On doit terminer les négociations. On doit arriver à ce que l'exécutif nous présente enfin une version écrite et le territoire ne va pas attendre. Moi, je me réjouis, et je le dis sincèrement, je me réjouis des jours de calme et de paix civile dont on profite depuis quelque temps. Et chaque jour de tranquillité et de sécurité est une victoire pour nous tous. Je n'ignore pas qu'il y a des difficultés et que c'est surtout extrêmement fragile. C'est fragile et on sait que le territoire est une cocotte minute et qu'à tout instant, ça peut péter. Le fond du sujet, il est politique. Si on n'a pas d'issue, si on n'a pas de calendrier de travail et de sortie de crise systémique dans laquelle on est, si on n'a pas de cap qui est fixé par l'exécutif, on va repartir non seulement dans des violences, mais aussi dans des conflits sociaux graves. Donc il est urgent que l'exécutif sorte de sa procrastination. Je ne parle pas que de l'Élysée, je parle aussi de la classe politique dans la nouvelle Assemblée, qu'il va falloir convaincre de l'utilité d'une loi Mayotte, leur expliquer les enjeux. Donc on va reprendre notre bâton de pèlerin, on va réexpliquer aux nouveaux élus, voilà les sujets de Mayotte, on veut que vous vous positionniez. Alors il y a un sujet qui intéresse particulièrement Mayotte, et je vois sur le fil Facebook que tout le monde en parle, c'est la piste longue, tremblement de terre la semaine dernière, un peu significatif, pendant 15 secondes, ça a pas mal bougé. La piste longue à Pamandzi, ça semble de plus en plus compliqué quand même. Le gouvernement, pour le coup, a fait savoir très clairement qu'il n'était plus question de le faire en petite terre, et puis plus rien. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'assez grave de la part de l'exécutif, d'enterrer un projet structurant pour le département sans donner la moindre alternative, ni initiative, ni perspective pour la suite. L'alternative, c'est Bouyouni. L'alternative, elle est, j'allais dire, complètement fictive, puisqu'il n'y a pas d'études approfondies par rapport à Bouyouni, il n'y a pas de plan par rapport à Bouyouni. Donc en fait, on est en train de nous dire, on a enterré la piste longue en petite terre, et hypothétiquement, c'est à Bouyouni, et là, c'est un tout autre chantier sur lequel on n'a pas du tout commencé à travailler. Moi, si vous voulez, je constate simplement, comme tout le monde, que les prix de l'aérien explosent, continuent leur hausse délirante, qu'avant le Covid, quand le président de la République atterrit à Mayotte, il va à quelques centaines de mètres d'ici, devant le ponton et la barge, en train de nous dire « Ah oui, l'aéroport, la piste longue, c'est impératif et je vais... » le président de la République qui dit « Je vais plafonner les prix de l'aérien à Mayotte », aucun plafonnement, pas de piste longue, et on est dans une perspective complètement fermée par rapport à ça. Les prix ont augmenté, alors on va me dire c'est la guerre en Ukraine, l'Ukraine a toujours bon dos, juste avant c'était le Covid, juste avant c'était, on s'était pas penché sur le sujet, en attendant Air Austral prospère, la libéralisation du ciel mahorais, c'est-à-dire la concurrence n'a pas avancé, et je le regrette, et donc nous on est tous des Mahorais de base qui payons un billet extrêmement cher sur une desserte aérienne dont on est prisonnier. Nous n'avons pas d'autre alternative que de prendre l'avion, que ce soit pour nous soigner, pour étudier, pour simplement aller et venir normalement, pour faire venir les policiers, les gendarmes, les CRS qui nous protègent, les soignants, les profs, toutes celles et ceux qui participent à construire notre territoire. Donc à un moment... moi, je veux bien que Mayotte continue à subventionner Air Austral, qui est propriété du conseil départemental et conseil régional de la Réunion, mais il y a des limites. Il y a des limites, et en fait, nos impôts qui servent à renflouer Air Austral, parce que je le rappelle, Air Austral a quand même tous les 2 ans un petit chèque pour les aider. Tous les 2 ans, ils ont des problèmes. À aucun moment, il y a eu
un audit pour savoir quelle était la gestion d'Air Austral. À aucun moment public. Je parle de quelque chose de public, puisque c'est de l'argent public. À chaque fois, il y a toujours des études qui aboutissent toujours à la même conclusion, aller au ministère des Transports à Paris demander de l'argent. Et que nous, à Mayotte, on continue à payer des billets hors de prix qui, au kilomètre, c'est moins cher de faire Paris-Saint-Denis que de faire Saint-Denis-Mayotte. Donc, à un moment, ça ne peut pas continuer comme ça. Dernière question, Estelle, parce que le temps tourne. Une conférence à Bakou qui est annoncée pour demain. Oui, les ingérences étrangères, mais ça, on n'arrête pas de le signaler. Oui, de le signaler à Paris. Dont le thème est Mayotte, hein, quand même, oui. et la position de la France par rapport à Mayotte. Vous en pensez quoi, Estelle? J'en pense que j'alerte depuis le début de mon mandat sur les ingérences étrangères à Mayotte, que le sujet de Bakou est méconnu ici parce que on a beaucoup identifié les ingérences comoriennes, mais qu'en fait les Russes s'ingèrent de plus en plus dans les affaires de Mayotte, utilisent depuis le conflit en Ukraine la question de Mayotte pour mettre la France en difficulté sur la scène internationale, et que l'écosystème de Bakou, qui est sur un autre conflit, le conflit avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en fait, sont toujours, tous les chemins mènent à Moscou et à Moroni, puisque je rappelle que les Russes soutiennent les revendications comoriennes. Donc à un moment, il ne faut pas non plus s'éparpiller. Moi, je déplore que, par exemple, Sacha Houlié, lorsqu'il était président de la commission des lois, ait fait sa loi sur les ingérences étrangères, dans son discours, ne mentionne pas Mayotte, alors qu'il revenait de Mayotte. Je le lui ai dit. Je considère que le Quai d'Orsay, comme le ministère, comme l'Élysée, minimise la question des ingérences étrangères à Mayotte, alors que nous sommes un sujet qui est clairement identifié par la diplomatie russe comme une vulnérabilité, et que ce type de conférence, on l'a vu pas seulement en Nouvelle-Calédonie, mais on le voit aussi en Guyane, sont des sujets sur lesquels on peut être profondément déstabilisé. Je veux prendre par exemple lors de la crise en début d'année, on a vu se multiplier des faux reportages sur TikTok, sur Facebook, qui alimentaient la colère sociale à Mayotte, en faisant avec l'intelligence artificielle des faux montages qui faisaient dire à certains autre chose que ce qu'ils avaient dit pour alimenter la colère. Donc il faut faire très attention. On est une population qui est particulièrement vulnérable parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a une éducation à faire sur l'intelligence artificielle, les faux reportages, les intoxications au niveau de l'information. Et nous, qui sommes une société orale, avec une tradition où on parle plus qu'on écrit, on est particulièrement fragile et on absorbe ce type de discours. Mais effectivement, ce qui se passe à Bakou est extrêmement grave. Moi, je ne manquerai pas quand même d'interpeller le gouvernement quand on en aura un, mais surtout le chef de l'État, puisqu'il est responsable de notre politique étrangère, pour dire il va falloir quand même hausser le ton. Je note qu'encore une fois, le président Aezali a été accueilli lors des cérémonies anniversaires du débarquement de Provence, avec les égards complètement déplacé envers un pays qui revendique une partie du territoire français. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, et je continue à dire que la France doit changer d'attitude vis-à-vis des Comores et de la Russie en réaffirmant sa souveraineté à Mayotte. Nous sommes français, nous entendons le rester. Donc je constate qu'avec les vacances d'été, vous n'avez pas perdu votre pugnacité? Jamais. Mais écoutez, les problèmes sont là, je suis là. Merci beaucoup en tout Merci cas. à tous. Je vous souhaite une très bonne rentrée. À tous sur Kwezi, aux téléspectateurs, les enfants du courage, c'est bien l'école quand même, on retrouve les copains. Et puis les parents, on retrouve les bouchons. Merci beaucoup Estelle Youssoufa, à très vite. À très vite. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes. D'autres questions? Là, je vais dire au revoir, parce que je me suis encore mise en retard. J'étais assez fière de moi. Et puis, au revoir, peuple aimé. C'était ça? Ça fait un peu reine d'Angleterre, non? Pas du tout. Je vous fais des gros bisous à tous. Bonne journée.